Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Romain Miclot, je suis consultant et chercheur pour la société Agilia depuis 8 ans, plus de 8 ans maintenant, et j'interviens essentiellement dans des missions de modélisation et de simulation de flux. Donc ce qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui, on va parler du process mining, qui est un outil, une méthode qui permet de cartographier et de modéliser des flux. Et l'objectif pendant ce créneau va être de discuter des apports que peut avoir cette démarche pour la mise en place et pour faire vivre le modèle Demand Driven. Donc je remercie Diditech pour le créneau qui m'est alloué pour vous faire cette présentation. Et sur la partie Demand Driven, dans la partie recherche, donc j'ai également soutenu ma thèse de doctorat il y a un peu plus de 5 ans maintenant, qui avait pour objectif de comparer les modèles MRP2, Kanban et DDMRP, et de voir dans des modèles de simulation, après avoir modélisé le flux, de pourquoi est-ce qu'un modèle se comportait d'une meilleure manière qu'une autre. Et donc j'avais utilisé aussi le process mining. Donc pour ce créneau, l'objectif pour moi de cette petite vingtaine de minutes, c'est de vous faire une introduction. Certainement que certains ont déjà entendu parler du process mining, mais de vous dire un peu d'où ça vient, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ce type d'analyse, qu'est-ce qu'on peut en faire, et ensuite rentrer dans le vif du sujet avec une démonstration de notre outil, et ensuite, bien sûr, de faire le lien de pourquoi est-ce que cette démarche, cet outil peut représenter une vraie plus-value pour le modèle Demand Driven. Alors, tout d'abord sur la société Agilea, donc elle a été créée en 2009. Elle est représentée un peu dans beaucoup de régions en France, avec un certain nombre de partenaires et également un bureau en Californie. Donc, on est un cabinet de conseil et de formation en supply chain, avec maintenant plus de 300 clients, plus de 500 projets menés, une activité de formation importante avec plus de 1500 stagiaires par an. Et donc, l'objectif, et notre cœur de métier, c'est de traiter différents aspects. Donc, bien sûr, les aspects supply chain, chain logistique. Vous voyez le logo à gauche qui est Agir. Donc, je m'occupe du laboratoire commun de recherche entre l'Institut Mines Télécom et Agilea, où il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours, dont un des derniers qui vient d'être soutenu, qui aidait à la décision dans le processus Demand Driven et Senopi. On a d'autres travaux en cours sur la partie adaptive et Senopi. Donc, vous voyez que le modèle Demand Driven nous intéresse de près. On a aussi une partie, bien sûr, de mise en place du modèle Demand Driven, donc sur les aspects supply chain, avec la transformation, des diagnostics d'industrie du futur. On s'intéresse également à la partie de gestion de projet et de management de projet par le flux, qui sont portés également par des activités de formation, dont bien sûr des formations Demand Driven, et une partie de gestion du changement. Euh, donc sur la partie de la présentation d'aujourd'hui, donc sur le process mining, d'où ça vient. Donc si on le traduit littéralement, le process mining, c'est la fouille de données. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé ce terme-là, mais le but, c'est de voir un peu qu'est-ce que c'est. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc déjà la méthode est née il y a une petite vingtaine d'années maintenant aux Pays-Bas, par le professeur Wim van der Helst, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Et on va dire que ça fait une petite dizaine d'années maintenant que c'est industrialisé, où il y a des logiciels qui sont sortis, qui sont ergonomiques et bien utilisables, on va dire, et surtout que ça commence à être répandu dans l'industrie, euh, quelle qu'elle soit. Donc, quand on dit fouille de données, déjà on parle de données. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, le but du jeu, c'est de pouvoir découvrir, comprendre rapidement un processus grâce aux événements passés. Quand on dit aux événements passés, c'est-à-dire que tout logiciel, toute méthode de process mining se base sur des fichiers dits log, ou alors, autrement dit, c'est des fichiers de pointage. Donc le but, c'est d'analyser finement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc cette méthode, au début, a eu beaucoup, beaucoup de succès, et c'est toujours le cas, sur des processus qui étaient plus au niveau des finances, au niveau des banques, et des processus administratifs, on va dire quels qu'ils soient, parce qu'en fait, ça fait un bon moment qu'il y a beaucoup de données qui sont enregistrées dans les divers logiciels, dans les systèmes ORP.
Mais bien sûr, on y voit une plus-value avec la richesse de données qui peut être mise maintenant à disposition dans les ERP sur les systèmes industriels et les pointages au niveau de chaînes logistiques ou d'ateliers de production, par exemple. Donc cette méthode est de plus en plus répandue. Et l'objectif, c'est de construire rapidement une cartographie de flux, une cartographie du processus. Et on se base sur les nombreuses données que maintenant on a à disposition et qui malheureusement trop souvent sont peu exploitées, souvent par un souci de temps et de disponibilité des ressources, mais essentiellement aussi parce que comme la taille de données est très volumineuse, ça prend vraiment beaucoup de temps pour pouvoir en tirer quelque chose et que ça soit visuel et intéressant. Et tout l'intérêt, je vais vous le montrer après, c'est de pouvoir analyser finement toutes ces données et une fois qu'on a une première cartographie, de pouvoir aller regarder ce qui nous intéresse dans le niveau de détail que l'on veut. Donc ça, c'est sur l'introduction générale de l'outil de process mining. Et quel que soit l'outil, souvent dans les aspects de Lean, quand on parle de cartographie dans nos métiers, on parle souvent de value stream mapping ou de VSM, donc de cartographie de chaîne de valeur, qui était un peu l'outil de référence et qui a toujours son importance. Par contre, la difficulté par rapport à ce type d'outil, bah déjà, c'est qu'il faut faire une cartographie à faire pour chaque famille de produits en général. Quand on va dans un atelier ou qu'on essaie de faire la cartographie à un instant T, et ben justement, cette cartographie, elle est vraie par rapport à l'instant T. Donc, on va mesurer le nombre de pièces qui sont dans le stock, en encours, ce genre de choses. Mais on arrive à en tirer une information qui est représentative d'un instant T, mais qui n'est certainement pas la valeur moyenne ou une valeur représentative de ce qu'on peut constater tout au long d'une année, par exemple. Et l'autre point qui est important, c'est que par exemple, quand on rentre dans les données pour regarder un peu les files d'attente, les temps de cycle, rarement on prend en compte la variabilité. Quand je dis ça, c'est que quand on va regarder une file d'attente, on va faire les calculs qui sont fournis dans la VSM, et ben on va pouvoir dire que la file d'attente c'est 5 jours. Sauf que quand on regarde les données passées, on a toute la richesse d'informations nécessaires pour pouvoir dire ben en fait c'est plutôt entre 2 et 15 jours, avec une médiane peut-être qui sera à 5 jours. Mais aussi ça nous permet de vraiment prendre en compte la variabilité qu'il y a dans toutes ces informations-là. Donc par rapport à ça, et ben en fait, toute la richesse qu'il y a dans les données de pointage nécessaires à une analyse de type process mining, et ben en fait c'est disponible. Si on a des pointages, et quand on dit pointage, et réalité, représentativité de la réalité, une image que j'aime beaucoup, c'est de se dire que par rapport à des choses qu'on peut avoir mis dans nos systèmes, telles qu'une gamme d'opérations, et bien en fait, d'un point de vue théorique, on pense qu'on passe à travers un chemin qui est bien identifié, avec une séquence qui est très claire, avec des temps théoriques qui font qu'on va passer un certain temps à chaque étape. Et en fait, quand on confronte ça à la réalité, et ben on se rend compte que la réalité est différente. Et ça, c'est vraiment l'apport des fichiers de pointage qui représentent cette réalité, et de se rendre compte, ben, en fait, il y a des chemins différents qui sont empruntés. Certainement pour de bonnes raisons, parce que là, dans ce cas-là, ben, bien sûr, c'est pour aller plus vite. Si ça dégrade pas le produit en sortie, par exemple, ça pourrait être intéressant de mettre à jour par la suite. Mais tout l'intérêt là, c'est de vraiment comparer ce qui se passe réellement dans votre organisation. Pour le moment, j'ai parlé de fichiers log, j'ai commencé à parler de fichiers de pointage. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réaliser une analyse de process mining? Finalement, peu de choses, mais qui sont vraiment nécessaires, c'est un identifiant unique. Quand je dis ça, c'est qu'il nous faut un ordre de fabrication, une commande, une ligne de commande, qui soit le fil conducteur de toutes les activités qui ont été pointées. J'ai commencé à employer le mot d'activité, c'est-à-dire qu'ensuite, pour chaque ligne, on va dire, il nous faut, par rapport à cet identifiant unique, les activités. Donc, est-ce que c'est passé sur une machine, un poste manuel? C'est passé sur une opération administrative? C'est passé sur un acteur de la supply chain, donc un fournisseur, ensuite une usine et ensuite, par exemple, un centre de distribution? Donc, j'ai besoin de ces activités-là. Et ensuite, pour pouvoir faire des analyses en termes de timing, bien sûr, et de savoir dans quel ordre ont été faites les choses, il me faut à minima un pointage. C'est-à-dire qu'il me faut un badgeage, soit de la date de début, soit de la date de fin de cette activité. Et si bien sûr on a à disposition les deux, on sera capable de compter le temps, d'analyser le temps de cycle à l'intérieur de cette activité-là. Voilà, donc ça, ce sont les prérequis indispensables pour pouvoir mener ce type d'analyse. Et ensuite, bien sûr, tous les champs supplémentaires qu'on va pouvoir avoir permettront de faire
une vue plus ou moins précise des flux et de ce qui pourrait nous intéresser. À partir de ces historiques de pointage, en fait, on va être capable de modéliser les flux principaux rapidement, donc de comprendre où passent les flux principaux, quels sont les postes où il y a le plus d'OF qui passent, quelles sont les principales files d'attente, en reproduisant le comportement passé du système, qui va être étudié par rapport au périmètre où on a des données. Ça nous permet bien sûr d'évaluer rapidement et de visuellement voir où est-ce qu'il peut y avoir les principales sources de temps d'écoulement et comment il est découpé, ce flux, d'identifier les goulets d'étranglement, d'identifier les principales files d'attente et d'identifier d'autres choses avec ce type d'analyse. Et pourquoi est-ce que ces algorithmes et cet outil est très puissant et maintenant commence à être vraiment répandu? C'est parce que ça permet de générer une cartographie en quelques secondes à partir de milliers. Moi, je l'ai déjà utilisé jusqu'à 13 ou 15 millions de lignes de pointage. En 30 à 40 secondes, on a la cartographie de flux qui est construite. Donc, ça a une puissance assez redoutable. Et l'autre intérêt, c'est qu'on génère la vue selon le niveau de granularité que l'on veut. C'est-à-dire que si on veut regarder au niveau des acteurs, des maillons de la supply chain, on peut. Si on veut zoomer à l'intérieur d'un atelier, voire spécifiquement sur une machine, c'est également possible. Voilà. Donc voilà sur les aspects généraux de l'outil et la méthode de process mining. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer une petite démonstration sur un cas que l'on a rentré dans l'outil. Donc là, je suis sur notre outil d'analyse de flux. Pour vous décrire très rapidement le cas, j'ai pris des données qui étaient dans le passé. Donc ici, quand on va parler de cases, l'identifiant unique était l'ordre de fabrication. Donc on va suivre un peu plus de 800 ordres de fabrication. J'ai pris un jeu de données réduit pour qu'on comprenne facilement ce qu'il y a à l'intérieur. Ça représente 8799 pointages pour 144 activités, donc postes différents. Et enfin, une des informations qui est intéressante à ce stade-là, c'est de voir que pour 817 ordres de fabrication différents, nous avons eu 475 séquences d'opérations différentes. Voilà. À ce stade-là, on ne peut pas savoir si c'est normal ou pas. Par contre, ça peut être intéressant de regarder sur des produits qui devraient être standards s'il y a une variante importante. Les autres informations, c'est de regarder au fur et à mesure de l'année comment se comportent les pointages, est-ce qu'il y en a plus ou moins selon certaines périodes de l'année, et de regarder par exemple le nombre de pointages par heure de fabrication. À gauche, on va voir qu'il y a différents menus, je vais vous les détailler. Donc il y a une première vue qui va être la vue de process. Et quand je vous parle d'intérêt d'un outil de process mining, c'est que ici, si je regarde la vue complète, qui se charge, je vais dézoomer. En fait, vous voyez ici plein de petites boîtes bleues. Donc ça correspond à toutes les activités qui sont pointées dans le fichier. Donc on a nos 144 boîtes. Et en fait, tout l'intérêt, c'est que ici, si vous vouliez analyser en bloc votre fichier plat, par exemple, ou regarder tout ça, on voit bien que le plat de spaghetti il est assez dur à digérer pour l'analyser. Donc tout l'intérêt de cet outil, c'est que vous voyez qu'il y a différents curseurs qui nous permettent de zoomer sur les boîtes, les activités les plus représentatives. D'accord? Donc on voit que rapidement le flux est reconstruit et ensuite de prendre un certain ratio de chemin entre les boîtes qui font que on va avoir une vue bien plus digeste et plus simple à analyser. Donc là, si je zoome un petit peu, le cas est pour un acteur de l'aéronautique. Ici, les chiffres que vous avez, à chaque fois, c'est le nombre d'ordres de fabrication qui sont passés entre une boîte et une autre. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que le flux s'écoule de gauche vers la droite et que par exemple, si on va regarder sur cet outil, sur ce processus-là, on a l'ajustage de grande dimension, par exemple, où il y a eu 62 OF qui vont vers le contrôle de grande dimension, et ensuite on peut regarder les flux les plus importants. Donc ça nous donne déjà une indication importante pour savoir quels sont les flux principaux et où est-ce qu'ils sont passés. Une fois qu'on a ces éléments-là, on peut revenir à notre vue précédente. Donc on voit ici qu'il y a nos 817 ordres de fabrication, et on a aussi, ce qui est intéressant, c'est de regarder le pourcentage d'OF qui sont passés par nos différentes opérations. Donc on voit que sur le contrôle de précision, par exemple, on a environ 1 OF sur 2 qui est passé. D'accord? Et on arrive ici à zoomer sur quelles sont les activités qui sont le plus pointées et surtout où est-ce qu'il y a le plus d'OF qui y sont passés. Une fois qu'on a cette vue qui est quantifiée en termes de flux, on peut regarder d'un point de vue timing comment est-ce que s'écoulent ces flux-là. D'accord? Donc si je regarde au niveau des activités, on peut regarder où sont les activités où il y a eu le plus de délai.
où est-ce que les temps d'écoulement ont été les plus longs. Alors là, on est sûr, vous voyez, il n'y a qu'un OF, donc quelques opérations qui ont été pointées qu'une fois, donc certainement qu'il y a une activité de nettoyage de données pour avoir des choses représentatives là-dedans qui seraient intéressantes. Mais l'autre intérêt, c'est de regarder la distribution des délais. Parce que typiquement, si je zoome ici, on peut voir la distribution au jour de tous les OF. Et on se rend compte ici que sur nos 816 OF que j'avais, il y en a 51, c'est noté en haut à droite, qui ont duré plus de 246 jours. Donc, par exemple, dans l'outil, si on veut regarder plus rapidement, on approuve la sélection, on revient, et puis on peut regarder dans le processus où est-ce qu'il y a la majorité du temps qui a été passé. Et si je zoome à nouveau, si je zoome à nouveau, on se rend compte que entre ici, il y a eu en des étapes de préparation, ici, il y a eu 630 jours. C'est arrivé que 2 fois, mais c'est ça qui fait qu'il y a un délai qui est important. Ici, entre une activité d'ajustage et une autre activité, on a 2 mois dans un sens et presque 3 mois dans l'autre. Si je regarde un petit peu ici, entre le contrôle de précision et notre activité, il y a 2 mois et demi et 3 mois. Ça nous permet d'identifier où est-ce que potentiellement il y a eu des dérives dans le système, et ce, assez rapidement. Donc je vais revenir à ma vue, la même vue au niveau de comme celle que j'avais sur les flux. Et si on regarde par exemple ici, eh ben on sait rapidement voir où est-ce que sont nos files d'attente et combien elles ont duré. Si je reprends mon exemple entre l'ajustage des pièces de grande dimension et le contrôle des pièces de grande dimension, on voit que en moyenne, on a eu 7 jours de délai de file d'attente. À ce stade-là, donc ça permet déjà de regarder par rapport à ce qui est connu sur la réalité, de vraiment avoir une vue sur les délais. L'autre point important, c'est qu'ici on a une vue zoomée. Si vraiment on veut regarder sur ce contrôle-là, on voit qu'il y a des flèches qui sont en surbrillance, la pointillée. Ça nous permet de voir les flux qui ont été, entre guillemets, non représentés, parce que plus mineurs, mais qui nous permet d'avoir une vue complète de quelles activités ont été pointées avant et après ces opérations de contrôle grande dimension. Voilà. Donc ça, pour vous montrer qu'on peut aller dans le niveau de détail que l'on souhaite. Et l'autre intérêt, potentiellement, quand je vous parlais de voir assez rapidement les points névralgiques et les goulets d'étranglement, hop, si par exemple je me mets à cette étape-là, on peut regarder d'un point de vue vidéo où sont écoulés les principaux flux. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on voit chaque bille qui représente un OF, on voit où est-ce qu'il s'écoule dans le flux, et plus la bille met du temps à avancer, plus la file d'attente est longue. Et vous voyez que de temps en temps, il y en a une de couleur, il y en avait une jaune juste avant. C'est-à-dire qu'en fonction de certains filtres, certaines familles de produits, par exemple, on peut les colorier pour essayer de vraiment visuellement comprendre comment se sont passés l'un ou l'autre des flux. Donc ça, c'est aussi une des possibilités de l'outil de pouvoir voir cela. On a une vue, s'il y a les données financières qui peuvent être fournies, de la même manière, on peut regarder où sont passés les principaux flux financiers. Si je reprends mon exemple ici et que je zoome, tac, par exemple, on voit que ici, en sortie de l'ajustage de précision, il y a eu pour plus de 31 000 euros de coûts de revient sur les pièces qui sont passées. Donc là, on avait rajouté les données financières pour faire l'étude, mais du coup, ça nous permet aussi de regarder si c'est ça qui est intéressant, ce qui doit être le cas dans pas mal d'entreprises, je pense, et de regarder où s'écoulent les flux financiers les plus importants pour peut-être y prendre des décisions. Et enfin, on a une vue qui est plus relative à la quantité, parce qu'en fonction des industries, de regarder en nombre d'OF peut ne pas être intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le nombre de tonnes qui sont passées ou la quantité de produits. Donc voilà pour une démonstration rapide de l'outil et de ce qu'on peut imaginer en faire. Si je reviens à la présentation, tout l'intérêt ici, c'est de voir quels sont les intérêts avec le modèle Demand Driven. Donc on les identifie à deux niveaux essentiellement. Le premier, c'est pour le modèle opératoire ou dit Demand Driven Operating Model. Donc sur cet aspect-là, vraiment, en termes de constat, ce qu'on voit quand on met en place le modèle opératoire, c'est qu'on part sur des délais standards fournis par nos clients, des gammes théoriques. Mais on a souvent des retours qui nous disent les délais dans les fiches articles, ils ne sont pas à jour sur une bonne partie du catalogue, donc il ne faut pas les prendre en compte. Ou ne vous fiez pas à ça. Les délais, ils peuvent être surdimensionnés pour avoir une marge certaine, donc ça fait que les délais globaux au total sont surdimensionnés.
Potentiellement, on n'a pas de famille de produits qui sont définis, ou alors pas selon des contraintes industrielles, parce que le travail n'a pas pu être fait en amont, ou on n'a pas de notion d'incertitude ou de variabilité dans les délais, comme j'ai pu vous le montrer avant, et pas de temps pour faire ces analyses. Donc vraiment, pour cet aspect-là, le process mining, il peut avoir un vrai avantage. Il a un vrai avantage, c'est parce qu'on a vraiment les délais réels quand on fait ces analyses-là, pour pouvoir réaliser des simulations d'opportunités, pour voir si mettre en place un modèle demand-driven, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, et vraiment construire ça sur les délais réels pour comparer le fonctionnement passé, par exemple avec un système MRP2 et l'intérêt si on mettait en place le modèle demand-driven. On a un découpage fin de ces délais réels, et ça c'est vraiment utile pour pouvoir positionner les différents points de découplage dans le modèle et dans l'organisation, et ensuite pour aider au dimensionnement des buffers, que ce soit au niveau des buffers de temps ou des buffers de stock. Et enfin, ça nous permet d'aider à l'identification des familles de produits avec des contraintes communes, parce qu'en fonction des filtres qu'on peut mettre dans l'analyse, on peut très bien imaginer regrouper des produits et ensuite faire le travail de regroupement et de définition des différents buffers et de différentes familles de buffers. Donc le process mining a un vrai intérêt pour le modèle opératoire, et il en a un second qu'on identifie bien, c'est pour aider sur le processus Demand-Driven SNOP. Et dans ce cas-là, une fois que le modèle DDOM il est en place, c'est une étape bien sûr indispensable, mais le maintien dans le temps de son bon fonctionnement et d'améliorer les performances dans le processus DD SNOP, ça l'est tout autant. Et dans ce cas-là, quels bénéfices on peut imaginer avec le process mining? En fait, on a fait une première analyse, par exemple il y a 6 mois pour mettre en place le modèle est en place depuis 3 mois. Et en fait, ça serait intéressant de refaire ce type d'analyse, parce qu'en fait, un des intérêts, par exemple, de mettre en place un modèle demand-driven, c'est de tirer le flux et donc, par définition, normalement, de réduire les délais. Et en fait, avec l'analyse, on serait en capacité de voir comment évaluer le système. Donc, avec ça, c'est d'ajuster, d'être en capacité d'avoir les éléments pour ajuster le modèle, peut-être de réduire les délais découplés, mais avec une cartographie des flux à jour. Et si on a une extraction de données avec un certain template, un certain format, c'est très facile de pouvoir refaire cette analyse et puis pour pouvoir ajuster le modèle. Donc ça, c'est quand tout va bien. Une des deuxièmes possibilités, le process mining, son objectif, c'est de travailler sur l'amélioration continue. En fait, si les données sont remontées de manière automatique, en fait, on pourrait imaginer constater quotidiennement potentiellement des dérives, imaginer des tableaux de bord suivant des principes de carte de contrôle, peut-être comme c'est affiché en bas à droite, et en fait, en fonction des dérives, d'être en capacité de réagir rapidement et de réadapter le système. Donc on voit un vrai apport sur le process mining pour outiller et aider à la décision dans le processus DD SNOP. Donc en termes de conclusion, j'espère là pendant ce créneau avoir pu vous expliquer rapidement ce qu'était le process mining et vous avoir fait sentir que c'était un outil, une méthode puissante pour permettre de cartographier les flux, que ce soit physique ou administratif, et que cet outil, cette méthode, c'est parfaitement complémentaire pour aider à l'implémentation d'un modèle opératoire et d'aider à la réalisation du processus DD SNOP et de prendre des actions correctives à ce stade-là. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, avec des modèles dits de machine learning, avec des modèles de deep learning, ce qu'on sent bien, c'est qu'avec ces remontées automatiques, on serait en mesure d'enrichir automatiquement la remontée de données, la compréhension des flux, de voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur et en capacité d'être proactif et d'anticiper des dérives. C'est-à-dire de comprendre que par rapport à des situations passées, quand il y a des files d'attente qui commencent à augmenter sur un produit ou une famille de produits à cet endroit-là, on sait qu'il va y avoir des retards. Donc soit on est en capacité de corriger ces problèmes-là, soit on est en capacité de prévenir notre client, mais tout cet apport-là aussi, en lien avec le process mining et ce qu'on peut y apporter, c'est complètement en ligne avec la vision d'agilité, bien sûr prônée par le modèle demand-driven. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et on va repasser en direct, donc je suis disponible pour toutes les questions et tous les commentaires que vous pourriez avoir. Je vous remercie.